J'espère que tu pourras parler. Parfois il y a des petits problèmes, mais ce qui est pour eux est pour eux. Abus non lucratif de la loi 1901. Excusez-moi, je me suis emballée. Je tiens à remercier bien sûr toutes les personnes ici présentes, ainsi que les élus présents, bien sûr. Donc l'association en elle-même, c'est une association à but non lucratif de la loi 1901, composée d'un conseil d'administration, d'adhérents et de bénévoles. Donc notre association travaille sur le terrain à promouvoir un commerce plus juste, équitable, avec l'appui de FAIR, un monde équitable, qui regroupe des citoyens militants se voulant acteurs de leur consommation. Grâce à FAIR, nous sommes en partenariat avec Max Havelaar France, dont le label garantit l'origine du produit. « 95% des Français connaissent le commerce équitable, selon l'Ipsos, qui est sorti en juin 2009. Alors qu'ils étaient que de 9% en 2000. Donc le commerce équitable n'a donc plus d'enjeu de notoriété, mais parfois il manque de visibilité en quelque sorte. Par rapport à la problématique de la production actuelle en Guadeloupe, réfléchir ensemble sur les débouchés locaux du commerce équitable et aussi réfléchir aussi à la manière dont on peut participer à une telle démarche localement. Nous posons aussi des questions sur la place de la solidarité en Guadeloupe, parce qu'en fait le commerce équitable c'est avant tout la solidarité des pays du Nord avec les petits producteurs du Sud. Donc nous posons aussi des questions sur la vie des consommateurs à ce sujet. Effectivement, on a mis aussi un point avec l'Europe, parce que ça bouge aussi en Europe par rapport au commerce équitable. Donc dernièrement, la Cour européenne a confirmé la possibilité d'exiger des critères de commerce équitable dans les marchés publics. Donc ça concerne aussi les collectivités, ça concerne un peu tout le monde en Guadeloupe. Donc voilà, nous allons aussi en débattre. Donc la soirée va être dirigée par un modérateur. Donc c'est un bureau d'études. François Lubin-Valéry, donc du bureau LIT Océan. On va essayer de jouer les modérateurs ce soir. On remercie l'association Guad Équitable de nous avoir confié cette mission. Et on essaiera de gérer au mieux le temps de chacun. La soirée se déroulera en deux temps. Une première partie avec des intervenants qui parleront du commerce équitable, de leurs expériences dans différents domaines, l'agriculture paysanne ou encore l'agriculture biologique. Ensuite, après ces interventions, nous initierons la phase de discussion. Donc après chaque intervenant, 2-3 questions dans le public
par rapport à l'intervention, par rapport à l'expérience de l'intervenant, mais réellement les enjeux, le thème de la soirée ne va être débattu que pendant la deuxième phase, la phase de discussion. Donc pour cette première partie, nous débattrons du commerce équitable avec Madame Paul Brunswick, ainsi que de la notion de solidarité avec Madame Maggie Rousseau de la Société Saint-Vincent de Paul. Convie Madame Paul Brunswick, la présidente de l'association Madi Équitable et représentante de Max Adlar, à venir nous faire sa présentation qui va tourner autour de la genèse du commerce équitable jusqu'à nos jours. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je viens de Martinique. Je viens sur la demande de l'association Faire un monde équitable, qui a répondu à une demande de Hélène Néocel-Planté. Donc, je vais vous parler, moi, du commerce équitable en tant que mouvement qui est né dans les années 60. Je vais vous le présenter depuis ses débuts jusqu'à ses enjeux et son impact actuellement. Donc c'est en quelque sorte une chronique, un historique. Je vais peut-être me mettre debout pour bien voir les images. Oh, je peux être debout. Donc le commerce équitable, c'est une idée qui a fait son chemin. En 1964, à la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le slogan Trade Not Aid apparaît et il a été lancé véritablement par des producteurs du Sud qui exprimaient leur ras-le-bol. Donc c'est vraiment à la source qu'est né le mouvement du commerce équitable. Donc Trade Not Aid, un commerce, même Fair Trade Not Aid, un commerce juste, pas d'assistanat, pas de l'aide. En 1969, c'est l'ONG britannique à qui on doit le film, là je suppose qu'on vient de voir, l'ONG britannique Oxfam qui crée le premier World Shop, un magasin du monde où on trouve tout d'abord que de l'artisanat. Ensuite viendront le café, puis d'autres denrées alimentaires. On passe en 2010, 1 500 000 producteurs et 80 donc, de producteurs sont concernés et 80 millions de familles consommatrices. Donc les producteurs sont répartis sur les continents, donc l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, puisque seuls les producteurs de pays en voie de développement sont concernés par le commerce équitable. Et les consommateurs sont répartis dans environ 25 pays industrialisés, on va dire, pays du Nord. D'un roman néerlandais, Max Havelaar qui est le héros du roman du même nom, qui était un colon hollandais en Indonésie et qui se révolte au sujet des conditions de vie des agriculteurs locaux. Donc Frans van der Hoff, qui est un prêtre néerlandais, un prêtre ouvrier au Mexique au milieu des agriculteurs, des planteurs de café, va rassembler tous les producteurs de café pour réfléchir au pourquoi de la misère. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui exportent leur café mais qui restent dans une misère noire. Donc il y a une réflexion des états généraux et on se rend compte que ce sont les conditions de commercialisation qui sont à l'origine de la pauvreté. Je vais vous la relire. Le commerce équitable est un partenariat commercial basé sur le dialogue, la transparence et le respect qui vise plus d'équité dans le commerce international. Le commerce équitable contribue au développement durable en proposant de meilleures conditions commerciales aux producteurs marginalisés, essentiellement dans les pays du Sud, et en sécurisant leurs droits. Les acteurs du commerce équitable, soutenus par les consommateurs, s'engagent à appuyer activement les producteurs, à sensibiliser le public et à se mobiliser pour des changements dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. Un revenu plus stable, les récoltes sont en partie payées d'avance. Ça, c'est pour éviter
l'endettement des producteurs, donc on va leur payer les frais de mise en culture, au paiement du contrat. Donc la deuxième partie du paiement se fera à la livraison de la production. La coopérative reçoit en plus une prime de développement pour des investissements collectifs au bénéfice de tous. Ces investissements, ils vont être choisis de façon démocratique, chacun a droit à sa voix pour choisir donc selon les besoins les plus urgents de la région ou de la coopérative. Ça pourra être les constructions d'écoles, amener l'eau potable dans les villages, la construction de routes ou l'achat de tracteurs, enfin ce qui est le plus urgent. Et là, Max Havelaar n'intervient absolument pas, c'est uniquement les membres de la coopérative qui choisissent. Au niveau social, les producteurs s'unissent dans des organisations démocratiques bien gérées et autonomes face au marché. Les droits sociaux sont respectés. Ça, c'est très important parce que très souvent, dans les pays où s'implante le commerce équitable, il n'existe même pas de droit de syndicat pour les agriculteurs et souvent la coopérative est leur seul lieu où ils peuvent vraiment faire connaître leurs besoins. Et donc j'ai rencontré des fois des producteurs qui ont fait de la prison parce qu'ils ont essayé de créer ces coopératives qui étaient des lieux de rencontre où souvent la contestation gronde. Au niveau environnemental, les pesticides dangereux et les OGM sont bannis et une meilleure gestion des ressources naturelles et de l'eau est assurée. C'est-à-dire que ça va au-delà du label AB qui contrôle la qualité de la terre et des semences, mais il y a aussi une formation à utiliser les énergies renouvelables, à gérer les rejets et l'eau, et la pureté de l'eau. Et en orange, les pays producteurs. Les consommateurs qui sont sûrs de trouver des produits de qualité, d'une part, qui répondent à une éthique. Ils savent qu'ils ne vont pas exploiter les producteurs, ils ne vont pas être en quelque sorte esclavagistes, parce que quelquefois, mais si vous souriez, parce qu'en ce moment, en Martinique, en Guadeloupe, on célèbre, on commémore la fin de l'esclavage, mais il y a l'esclavage économique dont nous sommes responsables aussi vis-à-vis de producteurs du Sud. Et donc notre association en Martinique fait la promotion du commerce équitable pour inviter les Martiniquais à avoir une consommation plus responsable. Saint-Vincent de Paul est une société d'appellation, mais c'est une association 1901 qui est donc régie par une confédération internationale qui se trouve sur Paris. Nous dépendons donc de la Fédération nationale. Nous sommes ici représentés par le conseil départemental, qui bien sûr est reconnu d'utilité publique et qui œuvre donc pour l'aide humanitaire. Donc il faut savoir que nous sommes implantés dans 144 pays dans le monde. Nous avons un quota de 700 000 bénévoles qui œuvrent pour 17 millions de personnes bénéficiaires. Donc il y a beaucoup à faire. La précarité est grandissante, en Guadeloupe comme partout. Donc il est certain qu'il y a des choses à faire pour justement pouvoir parer à cette difficulté qui est donc la précarité. Et pour cela, c'est vrai que nous avons besoin de solidarité. La Société Saint-Vincent de Paul demande souvent à la population de venir en aide, justement pour nous permettre d'apporter un plus aux personnes qui sont nécessiteuses, et pas seulement pour de l'argent, mais surtout pour pouvoir se nourrir, s'habiller, se loger. Donc, il y a fort à faire en Guadeloupe. Il est vrai que le commerce équitable serait une bonne chose pour nous. Maintenant, au niveau des producteurs, je sais qu'eux aussi ont des difficultés, puisque nous les sollicitons. Nous leur demandons souvent de nous donner ce qui arrive en fin d'utilisation, les dates limites qui puissent nous faire bénéficier de leurs produits pour qu'on puisse nous
répartir sur le territoire, parce qu'il faut savoir que Saint-Vincent-de-Paul a 7 conférences sur le territoire de la Guadeloupe. Donc nous avons près de 700 personnes par mois qui viennent 2 fois par mois nous réclamer de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Nous faisons aussi de l'aide financière. Au niveau régional, il y a déjà beaucoup à faire. Bon, au niveau de la Caraïbe, nous intervenons près de la communauté haïtienne, qui est très importante en Guadeloupe, et la communauté dominicaine. Nous avons un partenariat avec la ville de Portsmouth, puisque nous avons une conférence là-bas, Saint John et Lewis. Nous avons cette année pu délivrer 200 cartables et des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire. Nous devons encore acheminer des vêtements pour eux prochainement. Et pour Haïti, il est vrai que nous avons une forte demande, surtout au niveau alimentaire. Et nous sommes en partenariat avec les prêtres là-bas, qui, c'est vrai, nous demandent souvent comment faire pour aider les personnes haïtiennes qui sont sur le territoire d'Haïti et qui voudraient faire de la petite production, que ce soit des groupes de femmes ou d'hommes qui aimeraient pouvoir développer ce qu'ils ont chez eux pour que justement ils puissent éviter l'exode. Donc je pense que là aussi il y a à développer. Donc oui, je pense que le commerce équitable est quelque chose qui peut être bénéfique pour justement combattre la misère, la pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement au niveau alimentaire, elle peut être culturelle, sociale. Il faut savoir qu'il y a plus de milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim à l'heure actuelle. Donc si on peut consommer des choses de qualité, je pense qu'il est important aussi que le consommateur, parce que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de système, donc il est important que le consommateur se responsabilise, sache ce qu'il achète, ce qu'il consomme. Je représente effectivement la Chambre d'agriculture ce soir, mais je suis d'abord un producteur biologique depuis 1992, donc cette année-ci ça fait 20 ans. Je fais les 20 ans de certification en bio. Alors la certification, c'est important de le dire, parce que de nombreuses personnes disent qu'ils font de l'agriculture biologique. Je crois que dans le dernier recensement de la direction de l'agriculture, il y avait 350 personnes qui disaient qu'ils faisaient de l'agriculture biologique, alors que nous sommes une trentaine en Guadeloupe certifiés. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique? Donc, le principe de base, c'est que nous avons un cahier des charges européen qui, dans ses bases, c'est 100 produits chimiques de synthèse et 100 OGM. Donc, pour le végétal, ce sont les bases. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter en termes de semences. Donc, de choisir des semences qui soient endogènes, des semences qui soient donc les plus résistantes possibles, et afin de ne pas avoir à utiliser justement aucun pesticide. Et pour l'animal, c'est le bien-être animal. Donc voilà, grossièrement, le cahier des charges il est très épais. Alors comment nous sommes contrôlés? C'est qu'en Guadeloupe, il y a un contrôleur en permanence qui passe sur nos exploitations. Alors nous avons une visite annuelle obligatoire où on présente notre comptabilité, où il y a donc un contrôle plus administratif, et il y a des contrôles inopinés qui se font à n'importe quel moment. Le contrôleur peut passer quand il veut. Et donc il y a des analyses qui sont faites, soit des analyses de sol, soit des analyses de feuilles, de végétal d'une manière générale. Et donc l'agriculture biologique, je crois, donc c'est ce fameux label AB, se doit d'être respecté, parce que c'est quand même très difficile de faire de l'agriculture biologique, dans la mesure où nous sommes dans un pays tropical, avec les pluies, le soleil. C'est très bien, ça fait que les cultures poussent bien, mais l'herbe aussi pousse très très bien. Alors moi j'ai pour principe de dire qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes qui sont mal placées, donc qui nous dérangent dans nos cultures.
Et ça se fait à la main. On arrache l'herbe à la main, enfin à la roue, mais c'est manuel. Donc effectivement, les produits biologiques sont plus chers. Il ne faut pas se voiler la face quand on vend nos produits, mais ils sont à un prix unique toute l'année. C'est-à-dire que le concombre il sera au même prix du 1er janvier au 31 décembre. Pareil pour la tomate, pareil pour tous les produits, nous avons un prix unique. Donc, alors, quand je dis nous, je voudrais présenter l'association. Nous avons monté le GDA EcoBio en 1994. Donc, historiquement, j'étais président des jeunes agriculteurs en 1990, 91, 92 et j'avais fait venir, alors je faisais de l'aubergine à Saint-François. Il faut un petit peu faire un historique personnel aussi, c'est important. J'avais 12 hectares d'aubergine en production et on a eu le problème du Trips palmi, donc un petit insecte qui a débarqué en Guadeloupe et en Martinique et qui a détruit donc toutes les cultures d'aubergine. Et personnellement, donc j'étais en chimique, hein. Je travaillais donc avec une société de phytosanitaire et les cocktails qu'on faisait, où on mélangeait toutes sortes de produits, m'ont laissé un goût amer. Parce que ma profession, c'est de nourrir, c'est pas d'empoisonner. Je me suis vraiment posé des questions, mais que devenaient ces produits? Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui on peut, enfin aujourd'hui un peu moins, hein, mais il y a dans un produit chimique, dans une bouteille de produit chimique de synthèse, vous avez une tête de mort déjà, c'est un poison. Vous avez une notice d'utilisation qui vous dit que c'est telle dose à l'hectolitre ou telle dose à l'hectare. Donc il faut déjà être un petit peu mathématicien pour pouvoir calculer ça. Et ensuite, il y a un délai d'utilisation, la rémanence du produit. Alors, il y a des produits systémiques, il y a des produits de contact, nous avons des produits translaminaires, enfin, vraiment, les scientifiques ils ont fait de gros progrès là. Et donc, ces produits-là, l'utilisation de ces produits, est-ce que déjà, en chimique, c'est bien fait? La question peut être posée. Et d'autre part, qu'est-ce que ça devient dans le sol? Et je ne sais pas si vous avez déjà observé qu'on a passé un herbicide. Moi, je suis de Saint-François. Je ne sais pas si ici... Oui, il y a beaucoup de melons par ici aussi. Melons, pastèques et autres. Des fois, on passe des désherbants, d'herbicides. La tête des herbes, elle n'est pas belle à voir. Hein. Mais qu'est-ce que devient ce produit-là dans le sol? C'est la question que, personnellement, je me suis posée. Et donc, en tant que président des jeunes agriculteurs, j'avais donc demandé à M. William Vidal, le directeur d'EcoCert, qui est maintenant le président d'EcoCert, qui est un organisme de certification, le plus gros d'Europe, de venir nous présenter l'agriculture biologique. Et à partir de ce moment-là, il a été clair dans ma tête que c'était fini, il ne fallait plus utiliser les pesticides. Alors, le GDA, le groupement de développement de l'agriculture écologique et biologique, GDA EcoBio. Alors, pourquoi GDA EcoBio? Parce que nous ne voulions pas, dans un premier temps, mettre de côté les gens qui n'avaient pas de certificat, mais des gens qui voulaient, un peu comme Max Havelaar, des gens qui avaient une démarche écologique, il fallait les accueillir. Parce que l'agriculture biologique, c'est 3 ans de reconversion, aussi, il faut le dire. Quand vous décidez à faire de l'agriculture biologique sur des terres qui étaient en conventionnel, eh bien, vous avez 3 années que vous cultivez en bio, mais vous n'avez pas le droit de vendre en bio. Donc, c'est pas une aberration économique, mais c'est très difficile. Et comme il n'y a pas d'accompagnement sérieux financier de la part de l'État pour pouvoir vous permettre de passer ce mauvais cap, donc bien souvent, ceux qui se lancent en agriculture biologique le font sur des prairies naturelles, le font sur des friches, le font sur des terres qui sont directement exploitables en agriculture biologique. Mais passer du conventionnel au bio, c'est extrêmement difficile. Alors c'est pour cela que nous avions dit écologique et biologique, donc ceux qui étaient en reconversion, ce qu'on appelle la reconversion biologique, qui dure donc ces fameuses 3 années,
étaient accueillis à bras ouverts. Voire même ceux qui, par exemple dans l'élevage de poulets, avaient décidé de ne pas enfermer leurs poulets dans des cages, des petites cages là, mais qui avaient des parcours, les poulets étaient en liberté. Donc on pouvait, même s'ils les nourrissaient avec du GMA, qui n'est pas bio du tout, puisque la nourriture bio en animal n'était pas accessible à l'époque. Maintenant ça y est, on fait des œufs bio, on fait du poulet bio, donc on a quand même bien évolué depuis. Et donc voilà, ceux qui avaient une démarche écologique étaient acceptés. Donc en 1997, puisque c'était de 94 à 97, on était un peu une société de fête, quoi, une association de fête. Et en 97, on a décidé de déclarer au journal officiel, bref, une association reconnue. Et jusqu'à aujourd'hui, alors aujourd'hui, on est dans l'association, on est 16 agriculteurs, donc tous bio, hein, il n'y a plus la notion écologique de celui qui se transforme. S'il fait de la reconversion, pourquoi pas. Mais comme on commercialise nos produits sous le label AB, donc seuls ceux qui sont véritablement en bio sont avec nous. Le GDA, donc aujourd'hui, a lancé, alors puisque nous étions une association de loi 1901 qui n'avait pas le droit de faire de commerce, mais qui pouvait favoriser la mise en marché, nous avons créé un GIE, le GIE.bio, qui, lui, commercialise les produits bio, enfin nos produits bio. Alors, nous avons un marché tous les mercredis après-midi à l'ancienne chambre d'agriculture, derrière Guadeloupe Première, où nous avons un contact direct avec le consommateur. Parce que c'est très important, même si nous livrons aussi à Carrefour, nous livrons à Jet Vert, nous livrons à droite à gauche, mais le souci de rencontrer le consommateur reste quand même essentiel. Et donc nous avons des fidèles, des gens qui sont avec nous, parce que ce marché-là a été créé en 98, et nous avons des gens qui depuis cette époque sont là. Petite parenthèse, on s'était dit, mais qui sont ces consommateurs? Ce sont des médecins, ce sont des avocats, ce sont des gens qui gagnent plein de fric, c'est quoi ça? Parce que nos produits sont plus chers. On a fait une petite étude. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Alors il y en a, hein, il y a des dentistes, il y a des... Hein, mais il n'y a pas que ça, au contraire, ce sont des gens qui ont fait un choix, à un moment donné, qui ont dit, je préfère peut-être sacrifier sur mes loisirs, mais mettre mon alimentation en premier plan. Et ces gens-là font un sacrifice entre guillemets, enfin, ils ont décidé de le faire comme ça. Et donc nous avons aussi monté le système des paniers. Alors qu'est-ce que c'est que les paniers? Les paniers bio, qui sont distribués tous les vendredis après-midi, donc cet après-midi il y avait distribution, c'est le système où les consommateurs s'engagent par un contrat de 3 mois à prendre tous les vendredis un panier. Et ils préfinancent. C'est-à-dire qu'ils nous donnent 3 chèques en début, un chèque qu'on touche tout de suite, un chèque en début, un chèque à l'autre début de mois. Donc ça nous permet de pouvoir assurer les investissements, notamment pour tout ce qui est la volaille. Ça, c'est parce que nous avons une alimentation à acheter, donc il faut, et qui coûte, je vous donne un exemple, c'est 1 000 € la tonne, hein, donc il faut tout de suite les avancer. Et, quand on regarde les linéaires dans les grandes surfaces en produits biologiques, comment ils augmentent, ça prouve bien qu'il y a une très forte demande. Donc plus ça va, et plus la demande elle est là. Alors je précise, les produits bio locaux. Oui, mais alors, même locaux, hein. C'est-à-dire que nous avons commencé avec un tout petit carré, maintenant nous avons, quand vous allez à Carrefour d'Estriland, vous verrez qu'on a déjà un petit bout qui est pas mal. Il faut l'approvisionner, hein. C'est pas toujours facile. Mais, et puis vous avez aussi, au niveau de nos marchés, de nos contrats de panier, il y a une augmentation constante. Alors il faut dire aussi que les Grenelles de l'environnement ont permis par une loi qui est sortie et qui oblige les cantines aussi maintenant à prendre des produits bio, 20% de produits bio,
Alors, ce n'est pas en place partout, mais nous avons la commune du Gosier, nous avons Déé, nous avons Trois-Rivières. Enfin, nous avons quelques communes qui se sont lancées. Et donc, mardi, on livre Déé. Bon, les paiements ne sont pas très rapides. Hein. C'est vraiment pas très efficace en termes de paiement, mais bon, c'est important parce que de donner aux enfants à manger bio, en leur disant, c'est quelque chose qui nous permettra demain de... Et je voudrais faire un dernier point là-dessus, je ne fais pas vraiment sur cette question-là, mais de dire que les agriculteurs qui se sont lancés dans le bio dans les 2 dernières années sont tous minimum techniciens supérieurs. Nous avons plusieurs ingénieurs, donc des gens qui ont appris le chimique, des gens qui ont appris quand ils sont allés à l'université, quand ils ont eu leur diplôme, c'était pas vraiment du bio, et qui ont fait un choix. Et l'essentiel des agriculteurs, nous dit 90%, ce sont des gens qui ont au moins un brevet de technicien supérieur. Nous vous remercions pour cette présentation. Alors, à moins que M. Éric Domotin ne soit arrivé, je convie M. David Amouya de l'INRA à venir nous faire sa présentation. Voilà, donc, écoutez, je vous remercie Guadeloupe Table de nous avoir invités donc, à cette table ronde. Je m'appelle David Amouya, je suis agronome à l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique. Alors, je vais faire une petite présentation un petit peu rapide de nos thématiques de travail, suivie d'une petite insertion sur le commerce équitable et la façon dont on a quelques techniciens qui travaillent là-dessus. Malheureusement pas en Guadeloupe, mais voilà. Alors, l'INRA donc, est un institut de recherche finalisé qui définit ses objets de recherche dans les besoins et attentes de la société. Alors, on a 3 axes de travail qui forment des enjeux de société majeurs: l'agriculture, le développement durable, l'environnement et l'alimentation. Alors, le centre Antilles-Guyane. Alors, on a un centre en zone tropicale. Alors, le centre Antilles-Guyane est le seul centre qui est situé en zone tropicale. C'est le seul centre de recherche français en agronomie et en production zootechnique. Le siège donc est en Guadeloupe, mais on couvre les 3 départements, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane. Alors on développe nos connaissances sur les milieux tropicaux en collaboration avec des laboratoires des centres de France métropolitaine et des partenaires régionaux et internationaux. Alors une des forces de l'INRA, c'est qu'on dispose de plusieurs centres de recherche avec des spécialités. Alors en Guadeloupe, on en a beaucoup, mais quand on a besoin d'un appui sur une spécialité, par exemple en économie ou des choses que nous ne développons pas, en mathématiques éventuellement, on peut faire appel à des collègues de métropole et on a un fonctionnement en réseau qui est assez original et efficace en tout cas. Alors, les missions du centre INRA Antilles-Guyane sont de promouvoir une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, qui préserve les ressources naturelles et la biodiversité, génère des modèles de production et des nouvelles technologies adaptées à notre environnement et au contexte économique régional. Alors, dans cette optique-là, les nouvelles thématiques de recherche du centre ont pour objectif de produire des connaissances agronomiques sur les milieux tropicaux et leurs contraintes, de produire des connaissances socio-économiques sur le fonctionnement et l'évolution des exploitations agricoles, d'accompagner le développement durable de l'agriculture dans les départements français d'Amérique, les pays de la Caraïbe, d'Amérique latine, mais aussi de la zone intertropicale, et de contribuer au maintien de l'emploi dans le secteur agricole et rural. Alors on arrive à faire tout ça par la mise en place de modèles, d'itinéraires techniques, de systèmes de culture, de production végétale et animale adaptée au milieu. On arrive aussi à ces résultats par l'élaboration et le transfert de technologies innovantes. Nous travaillons aussi à la recherche de la qualité et de sécurité alimentaire sur les produits frais et transformés. Nous avons aussi une ouverture depuis à peu près 2 ans sur la protection de l'environnement et nous offrons des expertises pointues et une large contribution à la formation universitaire et professionnelle en agronomie tropicale. C'est quelque chose auquel pas grand monde s'intéressait finalement. On a oublié que le maïs est originaire d'Amérique, voilà, et qu'une bonne partie des maïs qu'on trouve en Europe viennent de la Caraïbe. Alors, la région Caraïbe constitue un réservoir exceptionnel de diversité génétique pour le maïs.
Alors nous avons collecté et étudié les populations traditionnelles de maïs de Guadeloupe. Alors ça va vous surprendre, en Guadeloupe, on a trouvé 180 écotypes de maïs. Alors on ne voit pas du maïs partout, hein. Du maïs, on en a derrière chez soi, au niveau des poules, enfin... Alors, Marie Galante un petit peu plus, mais personne ne connaît de grands champs de maïs en Guadeloupe. Et pourtant, en faisant une collecte, qui a duré quand même pratiquement une année, on a réussi à trouver 180 écotypes de maïs en Guadeloupe. Alors, sur ces populations, on a bien sûr, le principe, c'était pas juste de faire une collection, c'était aussi de la connaître, de comprendre comment elle s'était constituée avec le temps. Et donc, des populations, donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de lutter contre un prédateur, c'est un papillon qui pond des œufs dans le maïs, qui s'appelle Spodoptera frugiperda. Alors son nom scientifique, c'est un tout petit papillon qui n'est pas très grand, mais qui fait des dégâts considérables. Et on a travaillé sur ces maïs de Guadeloupe. Maïs adaptés qui poussent ici, on n'est pas allé chercher des maïs à l'extérieur. Et on a réussi à trouver donc des maïs qui ont une résistance naturelle. Alors, une tolérance naturelle, on ne parle plus de résistance, mais qui ont une tolérance naturelle, c'est-à-dire que le parasite est présent, mais son action sur le maïs est relativement limitée. Voilà, alors, on a aussi trouvé d'autres choses super intéressantes. On a trouvé en Guadeloupe, alors plus précisément à la Désirade, un maïs qui a l'un des cycles les plus courts au monde. Ce maïs de 85 jours, entre le semis et la récolte, 85 jours. Alors ça c'est génial pour répondre à des problématiques d'endroits où il ne pleut pas beaucoup. Alors évidemment, c'est à la Désirade qu'on l'a trouvé, on comprend mieux pourquoi. Il suffit simplement que vous ayez 2 mois de pluie et votre maïs est assuré. Alors ça, ce sont des résultats de la recherche qui ont donc été diffusés en Guadeloupe. Alors on n'a pas beaucoup de producteurs de maïs, mais il y a quelques producteurs quand même qui en utilisent. Alors pas mal sur Marie-Galante. On a de la demande aussi sur, par exemple, la Martinique. Donc on essaye de faire des travaux qui répondent à des demandes un petit peu précises. Un autre exemple, alors voilà, ça c'est une petite collection de maïs. Alors ça c'est des maïs de grande terre essentiellement, pour ceux qui connaissent. Un autre petit aspect rapide, c'est une présentation de l'approche qu'on a eue sur le porc créole. Alors en Guadeloupe, le porc créole fait partie de la culture, pour ne pas dire de la famille, voilà. Tout le monde doit avoir un cochon quand tu es à Noël, enfin bon, tout le monde, on est très lié au porc. Alors les recherches de l'INRA sur le porc créole débutent dès 1970. Elles ont porté sur la caractérisation de la performance de la race. Alors je parle bien de porc créole, le porc traditionnel, c'est-à-dire pas le cochon rose que tout le monde connaît, qu'on appelle le large white, qui est plutôt un cochon typé industriel. Voilà, je pense que Xavier ne démentira pas. Donc avec un grain intramusculaire, c'est une viande qui est de bien meilleure qualité technologique en tout cas, et de bien meilleur goût. Lorsque le porc est abattu jeune, il a aussi une précocité sexuelle et une rusticité qui constituent des atouts importants pour tirer parti d'une complémentarité existant entre les deux races, donc le porc traditionnel créole et le porc, on va dire industriel, ou le large white en fait, qui est le cochon rose. Voilà un bel exemple de cochon blanche. Voilà. Je suis vraiment heureux d'être ici, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont apporté pas mal d'eau à mon moulin, à ma réflexion. On y reviendra probablement tout à l'heure. Je m'appelle Didier Boismoreau, je suis maraîcher à Morne-à-l'Eau et je suis cofondateur de l'AMAP qui porte le nom de Raconte-moi une salade. Une AMAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne. Agriculture paysanne, juste un petit mot dessus. Je suis désolé, j'ai pas de PowerPoint, donc je ne pourrais pas vous lire le texte. Pour moi, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est à taille humaine, donc on ne parle pas d'association qui peut être loi 1901, qui peut être une association de fait, c'est pas très important finalement. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dedans. C'est un partenariat entre un groupe de consommateurs et un ou plusieurs producteurs. Dans notre cas, nous sommes 3 producteurs. Et actuellement une soixantaine à peu près de familles qui composent la MAP et qui viennent chaque semaine, comme c'est proposé au GIE, qui viennent